Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Café du Cloud privé d'ITQ. Je suis aujourd'hui avec Florian Casse Merci Thomas pour l'invitation. Je suis très content de faire cette première version en français avec toi. et je suis Thomas Bernard, Managing Director d'ITQ en Belgique. On se connaît depuis maintenant Quelques quelques années, années. c'est Voilà. ça. Je te remercie de participer aujourd'hui et d'inaugurer ce premier épisode de ce podcast qui va être une... On va essayer de discuter un petit peu cloud privé, cloud public, Quelques voir un petit sujets qui nous animent du coup. voilà, et surtout qui ne sont jamais allez, 100% noir ou blanc, hein. Il y a Exactement. toujours pas mal de nuances. D'ailleurs, voilà, moi j'ai une première question pour toi. On entend beaucoup ouais, le retour du cloud privé en ce moment. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il était toujours finalement jamais vraiment parti? Moi, je pense qu'il est vraiment jamais parti. Du moins, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que ils sont allés dans le public cloud. À minima, ils ont testé, ils ont regardé. Je pense qu'ils ont acquis de l'expérience parce qu'ils ont compris comment le public cloud fonctionnait, Mhm. qu'est-ce qu'ils pouvaient en obtenir. Dans le même temps, pour beaucoup de workloads, des machines virtuelles, même pour certains clients avec des données sensibles, ils ont gardé cette notion de cloud privé. Et donc maintenant, c'est très intéressant pour nous parce qu'on peut aller plus loin dans ce cloud privé. Je pense que les clients ont vraiment une meilleure approche pour ceux qui ont compris le public cloud. Hem, Puis ensuite, on a toujours eu cette approche chez ITQ avec cette notion de plateforme, aller plus loin que simplement délivrer une machine virtuelle, un container, ou peu importe, c'est pas là où est Mhm. la valeur. Nous, ce qu'on veut, c'est automatiser, fournir de la valeur business, métier. Voilà, Ouais, donc il y a plus de maturité aujourd'hui qu'il y a quelques années, on va dire, exactement, chez les clients. exactement. Mais si on devait, allez, il y a toujours eu pas mal d'idées préconçues sur le cloud Mmh. privé, et notamment de mauvaises idées préconçues. Quel est pour toi allez, le point qui t'irrisse le poil à chaque fois? On dira, on nous ramène toujours ça, mais c'est du bullshit. Je pense que c'est le coût. Je pense qu'on a souvent eu: «Oui, c'est beaucoup d'investissement, c'est très cher, on est très verrouillé». Ce qu'on se rend compte déjà, c'est qu'il y a des modèles d'investissement, il y a des modèles de location en fait pour du cloud privé, Mhm. c'est ce que cherchaient les clients en fait en allant sur le public cloud, payer au mois le mois, avoir un maximum de souplesse et on voit qu'on a eu des succès avec, des offres telles que Dell Apex par exemple pour la citer, où on apporte cette souplesse et donc le private cloud n'a plus ce cloud privé. D'ailleurs, on est en français, on va en profiter. On est aux Pays-Bas, donc on a Voilà, pas non, mal non, mais parlé, anglais, donc on fait faut attention. marquer quand même notre Exactement, langue nationale. exactement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment cette notion de coût qui est un faux problème. Peut-être aussi la rigidité. Heu, j'ai le sentiment que certains clients ont eu cette idée de se dire: «Ah ben, on est complètement verrouillé dans une architecture, dans un type de service», alors qu'on peut aller bien plus loin, avec maintenant, bah, je pense à VCF 9 forcément, Mhm. même VCF 5 en fait. On avait vraiment cette notion de plateforme. Et c'est bien que tu parles la notion de coût. On entend beaucoup parler donc du modèle opérationnel cloud, hein, qu'il soit privé ou Mmh. public. Heu, Comment ce modèle opérationnel peut permettre à des entreprises ou à des organisations de faire des économies? Mmh. Bah, tu vois, on peut revenir un peu au premier point. Je pense que on a appris avec le cloud public la notion ou tout du moins l'importance du FinOps. Avant, on achetait des serveurs, on mettait des machines virtuelles et en vrai, très rarement on se demandait à quel point c'était rentable, à quel point l'investissement était Ouais, intéressant ou pas. l'argent était déjà dépensé, on Exactement. s'inquiétait plus. Voilà, on en avait pour 5 ans et puis on essayait de rentrer, des machines virtuelles, peu importe, des workloads, de manière générale. On serrait les fesses pour les 5 années à suivre. Exactement et on voyait que quand il y avait une expansion non prévue, ben, là, c'était compliqué d'avoir plus de budget. Avec le cloud public, on a évolué sur la partie FinOps et maintenant, quand on travaille d'un point de vue avant-vente, je pense, quand je discute avec des clients sur, comment ils ont translaté ça dans leur cloud privé, bah, on voit qu'avec pas mal de produits, ils ont fait des efforts. Donc, leur dire: «Bah, est-ce que tu as une idée de combien de coûte ton data center? Combien de coûte potentiellement la climatisation?» On peut aller un peu plus loin parce qu'ils sont maintenant, ils ont l'intérêt pour ça. Et après, Mais est-ce qu'ils ont les infos? Parce que bon, avoir l'intérêt, c'est une c'est chose. là où c'est difficile. Ouais. C'est là où c'est difficile. Parce que dans des grandes entreprises, c'est pas mal siloté et parfois, la personne qu'on a en face de nous a aucune idée du coût du data center. Donc il y a un vrai travail de discussion, d'échange. C'est là où notre relation qu'on présente comme trusted advisor, vraiment
l'écoute et être vraiment le conseiller de nos clients Mmh. prend sens. Et ensuite, ben, on peut aller plus loin en faisant de la refacturation interne. Moi, j'aime bien ne serait-ce que montrer, en fait. Aller jusqu'à la refacturation interne, c'est parfois difficile dans des entreprises. Par contre, donner la notion à un utilisateur final que sa machine virtuelle, elle n'est pas gratuite et que le coût derrière de la sauvegarde, de l'infrastructure, il est de X. Ouais. Provoquer une prise de conscience, Exactement, de exactement. la part de l'utilisateur final de: «OK, combien coûte, C'est ça. réellement mon application ou le jeu de Mm, fonctions que je demande à l'IT c'est pour ça. mes besoins». Et surtout, ça nous aide dans d'autres conversations. Une fois que les équipes IT ont montré la valeur, souvent, ouais, voilà, ça dépense de l'argent, Mmh. l'IT. Bah, Mais je suppose qu'il y a souvent pas mal de mauvaises surprises. C'est-à-dire que quand on exactement. commence à montrer, on se dit: «Oh, vache, je pensais pas que ça coûtait autant». Mm. Des Puis, fois, des fonctions qui étaient censées faire des économies coûtent plus cher que c'est ce ça. qu'elles sont économisées. Exactement. Et puis en réalité, je pense que on leur demande pas ça, mais la plupart des utilisateurs dans une entreprise ont aucune idée du coût d'un serveur, du coût d'une GPU. Souvent, les gens, ils ont la notion de combien coûte un PC. Ils se disent qu'un serveur, c'est un gros PC. Ils réfléchissent pas au fait qu'il y ait 2 alimentations, qu'il y ait des composants qui soient beaucoup plus complexes, beaucoup plus performants, qu'il y ait la notion de la climatisation. Un serveur, ça chauffe beaucoup. Enfin, voilà. Et donc, une fois qu'on a réussi à avoir cette maturité en interne, bah, ça permet d'aller plus loin avec les équipes IT et parce qu'ils peuvent justifier d'investissement pour faire, mûrir leur cloud privé. Et tu parles de mûrir le cloud privé. Bon, moi, j'entends souvent à droite, à gauche, ben voilà, il n'y a pas de solution pour le cloud privé si on ne fait pas de l'automatisation. Mmh. Il faut retirer le facteur humain, il faut absolument faire des scripts, il faut voilà, avoir du self-servicing, Mmh. etc. Euh, Est-ce que pour toi, déjà, bah, c'est une réalité ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives ou est-ce que ça peut se faire en phase? Enfin, Mmh. Déjà, on va partir d'un cas simple, hein. L'erreur est humaine et quand il y a une erreur qui est faite, elle a un coût. mm, Donc déjà, si on automatise, alors bien sûr, quand on automatise, on peut faire des erreurs, mais bon, on espère avoir un bac à sable pour travailler correctement et cetera. Déjà, quand on automatise, on va éliminer pas mal d'erreurs humaines. Donc rien que ça, ben, peut-être qu'on fait pas des économies, mais en tout cas, on évite, des coûts, astronomiques d'une perte de production complète et cetera. Ensuite, sur toute l'automatisation, j'ai pas mal de clients, si je prends un exemple, Array Automation, arrive avec un nouveau produit, peu importe quel qu'il soit: «Oui, mais on va perdre tout ce qu'on a fait». Non, on peut, réutiliser, des scripts PowerShell, de l'Ansible, l'interconnecter et c'est là aussi où on apporte de la valeur parce qu'on n'est pas en mode, tiens, on supprime tout et on repart de zéro. Non, c'est pas l'approche qu'on veut avoir. Au-delà de ça, il y a aussi tout les compétences des personnes avec qui on travaille. Si la personne me dit, «Je suis très expérimenté avec Terraform», OK, ben, on va capitaliser sur ça. Je vais pas justifier de 15 jours de training, de formation pour quelqu'un alors mm. qu'il a déjà de bonnes compétences. Donc je pense que déjà tout ça fait que l'automatisation fait sens et permet d'enrichir un cloud privé. Donc voilà. Mais je pense qu'avant tout, rien que l'erreur humaine et puis enfin, soyons réalistes, un ingénieur en informatique, peu importe ses compétences et cetera, bon, ça a un coût, un salaire, même un contracteur, voilà, ça a un coût et je pense que c'est mieux de l'utiliser, à faire des tâches un peu plus, élevées, un peu plus intéressantes pour lui aussi que, dupliquer des machines virtuelles, prendre un snapshot manuellement, supprimer un snapshot manuellement, potentiellement oublier de supprimer le snapshot et de faire exploser un stockage. On fait tous les 2 de la technique ou on a fait tous les 2 de la technique, on sait ce que c'est. Voilà, donc toutes ces erreurs, évitons-les. Et alors après, je pense qu'on va rentrer dans un débat hein, ouais, pas philosophique, mais en tout cas, limite débat entre deux clochers. C'est jusqu'où on pousse le curseur de l'automatisation. Est-ce qu'on décide d'en faire 100% infra as code, on automatise tout, et même si c'est utilisé qu'une seule fois, ou est-ce qu'on essaye d'être plutôt pragmatique et de se dire non, on automatise uniquement les tâches redondantes qui sont coûteuses en temps. Mmh. Bon, globalement, j'aime plutôt l'approche, pragmatique. Aller tout automatiser, nous, arriver en tant qu'ITQ, tout automatiser pour un client et après partir,
alors que le client il n'arrive pas à s'en sortir, c'est pas notre approche. Donc déjà, c'est accompagner le client sur le faire avancer, être là quand il a besoin de nous, mais notre travail, c'est pas de rester de manière infinie chez le client, pour faire son travail à sa place. Nous, notre objectif, c'est automatiser, le faire monter en compétences ou même faire, évoluer son approche private Mmh. cloud. Donc voilà, je pense qu'il faut être très pragmatique. Si un client il est déjà très moderne dans son approche, bah, effectivement, on va pouvoir aller jusqu'à de l'infra as code, du CI/CD, une approche GitOps, et cetera. Bien sûr, c'est probablement c'est le but ultime, Le on va Graal. dire, le Graal, je ne sais pas comment on peut le définir. Mais maintenant, si on part de loin, tout du moins de quelque chose qui était plutôt simple, plutôt, voilà, on déploie à la main, et cetera. Si on arrive direct dans une approche GitOps, c'est 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 mal conseillé, Mmh. aux clients. Et dans cette optique-là, on entend beaucoup parler de VCF9 Mmh. en ce moment. Voilà, est-ce qu'il y a une vraie, ajout ou en tout cas, est-ce que l'apport de VCF9, dans cette optique-là est vraiment, sensible et tangible? Bah, je pense que VCF9 Broadcom a pris toutes les remarques ou presque, des clients sur VCF5 et a essayé de les corriger les unes derrière les autres. Si on part ne serait-ce que du déploiement, bah, c'est déjà beaucoup plus simple. Alors, tu vas me dire: «Le déploiement, Florian, ça te prend 15 jours, et c'est fini». Bon, mais déjà, c'est déjà quelque chose qui simplifie le travail. Après sur, VCF Automation, on va l'appeler comme ça, j'allais dire Area Automation, Virtualized Automation. Bon, VCF Automation, pas mal de nouveautés intéressantes. La multi-tenancy, c'était je sais pas comment on pourrait dire ça en français, heu, Bah, on va garder multi-tenancy, ça devrait parler à tout le monde. oui, oui, c'était attendu de longue date d'avoir la Voilà, capacité de compartimenter des clients internes ou des clients externes en fonction du c'est use ça. case. Et dans l'ancienne version, c'était très complexe. Souvent, même, on disait aux clients: «Bon, vous êtes sûr que vous voulez aller dans cette voie-là parce que ça va apporter de la contrainte». Donc tout ça a été corrigé. Il y a des notions du cloud public qui ont été, rajoutées. Je pense à la partie VPC. Mmh. C'est une belle addition et ça va apporter de la valeur. Pour l'instant, je pense que peu se sont vraiment penchés dessus, mais dans un futur très proche, on va y aller de plus en plus avec nos clients. D'accord. Donc non, je suis plutôt, très content avec VCF9. Forcément, c'est un petit peu tôt. On s'est pas encore beaucoup lancé. On a lancé quelques POC chez certains clients, ce genre de choses. On va voir, probablement début d'année prochaine une mise à l'échelle et on aura des vrais feedbacks. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt très content de ce qu'on a. En ouverture, tu as, dit voilà, moi ce que j'aime dans le cloud privé, c'est que ça apporte du contrôle. Mmh. Heu, Comment se traduit justement ce contrôle, que l'on gagne en déployant un cloud privé versus, un cloud public? Bah, déjà le contrôle financier. Rien que ça, je pense que en termes de prédictibilité, c'est juste parfait pour nos clients. Bah, ils investissent dans le matériel, ils investissent dans des licences. Hem, Soit ils les louent d'ailleurs, modèle subscription, je pense que maintenant il est plutôt clair pour tout le monde. Il y a une simplicité d'évolution. Donc je pense que rien que ça, c'est c'est beaucoup mieux. Mmh. Tout du moins, c'est très clair pour tout le monde. Je me rappelle aller, chez des clients où ils mettaient la carte bleue pour aller sur un n'importe quel cloud public et ils arrêtaient de consommer quand le plafond de la carte bleue était bloqué. Bon, on se disait: Petit manque de contrôle». Donc je pense que ça, c'est pas mal. Hem, Ensuite, on capitalise sur toute la connaissance. J Enfin, si on parle des technos VMware ou même des technos, Kubernetes, il y a beaucoup de formations qui ont été faites et donc on continue à capitaliser dessus. On fait évoluer les gens, avec ces nouvelles technologies et donc tout ça aussi, c'est très intéressant. Et la flexibilité, parce que, bon, moi, je regarde un peu les pubs, hein, qui passent, Mmh mh. Amazon, Google, ils disent: «Voilà, on offre de la flexibilité». Je le vois plus comme une flexibilité dans la consommation, Mmh. hein, on consomme comme on veut. Ouais. Bon, entre quotes, hein, il y a jamais rien de très libre. Heu, mais cette flexibilité dans un cloud privé, elle se traduit de la même manière ou différemment ou comment tu la vois, toi? Elle se traduit à peu de choses près de la même manière quand on la regarde d'un point de vue catalogue de self-service.
C'est là aussi où c'est intéressant. On va pouvoir faire des développements et donc vraiment aller dans le vrai besoin du client. Si je prends un cloud public, bah, tout est quasi déjà fait. Donc il faut arriver à rentrer dans des cases. Là, on se rend compte avec un cloud privé qu'on va pouvoir faire des développements, qu'on va pouvoir customiser aux vrais besoins. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de réinventer la roue. Ça, c'est certain. Donc on essaye d'avoir une approche, encore une fois, pragmatique, avec ce qu'on sait déjà faire, avec ce qu'on a vu qui fonctionnait. C'est une approche que j'aime bien avoir, c'est dire, on a fait ça a fonctionné, on a fait ça n'a pas fonctionné. Vous pouvez prendre le choix que vous voulez, mais nous, voilà ce qu'on a remarqué. Avec le cloud public, tu as des services qui sont prêts. Dans la plupart des cas, ils fonctionnent très bien, hein. On ne va pas non Mhm, plus dire, voilà. Mais dans le même temps, je pense qu'en termes de customisation, en termes d'intégration dans le SI, si je sais pas, quelqu'un qui travaille avec ServiceNow, ben voilà, on a des intégrations qu'on peut réutiliser et on va pouvoir aller, très vite à un objectif. Je pense que ça, c'est très intéressant. ouais, donc si j'extrapole, en fait, on va pouvoir non seulement gagner en flexibilité, mais on va pouvoir vraiment customiser ou Mmh, personnaliser son cloud privé euh, à l'identique des besoins du business. c'est ça, c'est Donc ça. vraiment sur du tailor-made, hein, comme Mmh, on dirait aux États-Unis. exactement. Ok. Cousu humain pour, le Voilà, bon français. cousu Ça main. marche pour le costume, Voilà, ça marche pour sur le mesure, sur voilà. mesure. Très bien. Euh, et allez, on va parler un petit peu expérience. Cette adoption d'un cloud privé, ça se fait en combien de temps aujourd'hui? On parle d'une période de 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans? En vrai, je pense qu'il y a pas de bonne ou mauvaise durée, ça va dépendre de là où on part et là où on veut aller. Mhm. Donc on peut avoir des résultats très rapides en moins de 6 mois, passer d'une approche, serveur, virtualisation très simple, à une approche plateforme assez rapidement. Et bien sûr, après, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller par itération. Bon, bah, quels sont les services qu'on a le besoin le plus souvent? Bah, là, on va échanger. Il y a une approche de réunion de travail. On va discuter avec les métiers, on va discuter avec les services IT. On va dire, bah voilà, nous, on nous dit le besoin, c'est des machines Windows. On en déploie 10 par semaine. Bon, bah tiens, on identifie un quick win. On va développer ça. Ça fonctionne en 3 4 mois, on vérifie le gain. Effectivement, les utilisateurs, ils ont leur machine en quelques minutes, quand avant, il fallait qu'ils fassent un ticket, qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'action manuellement, puis après, qui devait lui livrer. Potentiellement, il y a un problème de mot de passe, etc. Mhm. Bref, on connaît tout ça. On fait ce premier quick win, on est content, et puis on itère. Et on continue tant qu'on a des nouveaux services à développer, des nouveaux services à intégrer. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise durée. Je pense que ça va être en fonction de la facilité à identifier des use cases, la facilité à développer en fonction des contraintes métiers, des contraintes sécurité, etc., etc. Mhm. Parce que bon, moi, ce que je vois ou ce que j'entends, hein, c'est qu'on nous dit bah, les clouds privés, non, plutôt, les clouds publics innovent constamment. Mhm, Il y a constamment des nouvelles fonctions, des nouvelles possibilités, que le cloud privé, ça met beaucoup plus de temps à mhm. apporter. Est-ce que toi, tu es ouais, d'accord avec allez, cette idée reçue, ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, le cloud privé pourra atteindre quelque part cette agilité d'évolution et de mise à Mhm. disposition de nouvelles fonctions? La vraie question sur l'innovation qu'on a dans le cloud public, c'est si on reste de manière très terre à terre, combien de ces nouveaux services sont réellement utilisés? Il y a cette approche, bon, petit côté geek, on aime bien tout ce qui est nouveau, tout ce Mhm. qui a l'air intéressant, on va aller le tester, mais à Ouais. la fin, est-ce que c'est utilisé? On Déjà, revient sur l'idée du sur-mesure, c'est-à-dire exactement. développer des nouvelles fonctionnalités mais qui ne sont pas en relation avec mon business, finalement, ça C'est apporte rien. ça. On est content, l'IT est content, ils ont testé une nouvelle feature, et cetera. On aime tout ça, hein. Une nouvelle version d'iOS, on va la télécharger, et après on se dit: «Bah, en fait, je m'en sers pas». Donc voilà, ça c'est certain que je pense qu'il y avait une étude qui était sortie où les clients utilisaient peut-être que même pas, 20 des features d'un public cloud. Et donc après effectivement dans le cloud privé, ben, petit à petit ça accélère, des nouvelles features arrivent. Je pense que les dernières annonces d'Explore sur le fait d'intégrer Private AI à VCF est un bon exemple.
Ils ont compris que Broadcom a compris que c'était un enjeu important pour les clients. Peut-être que c'est pas demain, peut-être que c'est pas dans un an. En tout cas, les features sont là. Ils peuvent les proposer de manière POC et on a un cloud privé qui évolue. Et tous les autres éditeurs, on a beaucoup parlé de Broadcom, mais d'autres aussi évoluent sur leur cloud privé en rajoutant des features, mais avec une façon de faire un peu différente. C'est on a compris les besoins de nos clients, on va aller rajouter ces features-là, peut-être moins rapidement que dans un cloud public, mais par contre, on est certain qu'elles vont servir à nos clients. Oui, donc on va privilégier la qualité à la quantité Exactement. et certainement éviter un maximum Et la stabilité, mine de les rien. bugs et C'est ça. le fait d'apprendre Mm. en courant. Exactement, exactement. Et c'est là aussi, c'est notre travail, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, cette approche pragmatique et cette approche de dire, on a testé avec X ou Y clients, partenaires, peu importe. On a vu que ça avait fonctionné ou on a vu que ça n'avait pas fonctionné. Ben, on peut partager ce retour d'expérience et je pense que ça a aussi de la valeur et c'est aussi pour ça que continuer à travailler avec nos clients sur le long terme. Mhm. Et en parlant justement de retour d'expérience, voilà. Demain, on te présente un client qui dit je veux démarrer un cloud privé. Quel serait pour toi le conseil principal que tu lui donnerais? Ne pas sous-estimer la phase de design. Souvent, les clients, la première chose qu'ils me disent, bon, quand est-ce qu'on déploie? On va réfléchir, qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez, quelles sont vos contraintes. Parce que si on sous-estime la phase de design, peut-être que pendant les 6 premiers mois, ça va fonctionner. Et puis, au 7e mois, on va dire, ah mince, comment on fait maintenant? Donc, je pense qu'il faut bien réfléchir, bien se poser, mettre les bonnes personnes autour de la table. Souvent, c'est un peu IT for IT. Euh, si on peut intégrer les métiers, c'est toujours intéressant d'avoir l'utilisateur final, comprendre ses contraintes. Voilà, cette phase de design, pour moi, est très importante. Et ensuite, on part sur un déploiement, mais on sait où on va, on a un plan et on exécute le plan. Oui, parce qu'au final, construire une plateforme cloud privée pour une société, c'est un peu comme construire son usine quand on est fabricant. Exactement. Si on va voir un architecte pour lui dire fabrique-moi une usine, ça suffit pas. Mm. Il va pas commencer tout de suite à sortir la pelleteuse et C'est ça. construire des murs. Il va certainement passer par des phases. Oui, mais vous voulez construire quoi? Vous avez besoin d'un grand stock, d'un petit stock? Mm. Vous avez besoin d'être proche d'une rivière? Exactement. Est-ce que vous avez des flux de camions? Mm. Est-ce que vous avez besoin de chambres froides, de chambres étanches? Enfin, donc, oui, je vois le principe de se dire, arrêtons-nous, posons-nous autour d'une table, dessinons correctement ce qu'on veut Mm. réaliser avant de commencer à le construire. C'est ça. Exactement. Il faut vraiment prendre ce temps pour pas regretter. Parce qu'après, si on doit... Ah, c'est un peu comme ta maison. Si tu te rends compte que tu n'as plus la place pour la salle de bain, que tu dois détruire toute la maison pour trouver la place pour la salle de bain, le coup, Mhm. tu vas être un peu déçu. Alors, souvent, un des arguments, ça veut dire que les architectes, ça coûte cher, Mhm. ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais voilà, est-ce que cet investissement initial, voilà, ça vaut le coup au Mm. final, ou est-ce que allez, certains pourront dire que c'est peut-être superflu, que dans 80% des cas, ça suffit comme ça. Mm. Déjà, nous, ce qu'on a développé, c'est qu'on a une approche qu'on a testée, approuvée, qu'on itère à chaque fois dans notre approche de design. C'est-à-dire qu'on a des workshops qui sont prédéfinis, où on sait qu'on va adresser tous les points. Peut-être qu'il y a des points, on va dire, non, non, ça c'est un non-sujet, on veut pas. Et donc, comme ça, on est certain de rien oublier. On va tout valider avec le client. euh, et donc, aller à la fin à un déploiement euh, où on est certain de ne pas avoir oublié une norme de sécurité. Je sais pas, tiens, j'ai du matériel que je voulais réutiliser. Ah mince, on l'avait pas pris en compte. Donc ça, on l'a vraiment pensé. C'est des années de travail, de refonte. Là, typiquement, une nouvelle version sort. Tiens, on va intégrer les nouvelles contraintes. Voilà. Bon. Effectivement, la phase d'architecture coûte cher. Mais à la fin, comme je disais, si tu la sous-estimes et que si tu essayes de aller un peu trop vite, elle te coûtera encore plus cher parce que tu devras potentiellement recommencer Oui, ou tout du détruire moins tu tout ce que tu as devras fait. faire des contournements de manière infinie. D'accord, très bien, c'est clair. Merci beaucoup, Florian, Merci de l'invitation. pour toutes ces réponses. Je pense que ça donne une bonne image de la Mhm. situation actuelle C'est ça. sur le marché. Et
Je vous remercie tous de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de notre podcast Café dans le cloud privé.